Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent de Belgique, de Suisse, du Québec et d'Islande, juste en face du Groenland. En ce début d'année, on bascule dans un nouveau monde entre Trump qui se proclame shérif de toute l'hémisphère occidental, allant de la Terre de Feu à l'Alaska, Xi Jinping qui se place en leader d'un monde alternatif à Donald Trump, et puis Vladimir Poutine, déterminé plus que jamais à continuer sa conquête vers l'Ouest. Et l'Europe, dans tout ça, elle cherche en urgence à accorder ses violons. L'enjeu est existentiel. Plus que jamais, nous avons besoin des regards extérieurs de nos experts sans frontières pour tenter de comprendre ce monde en pleine mutation. Les experts sans frontières, c'est parti, mais juste avant, le journal de Stéphanie Colo. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Ravi de vous retrouver dans les experts sans frontières. C'est vraiment l'émission qui nous permet de sortir de notre bulle franco-française pour essayer de comprendre là ce monde en mutation spectaculaire, notamment depuis ce début d'année 2026, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. Stéphane Bureau, journaliste éditorialiste québécois. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mathieu. Bienvenue, très heureux de vous retrouver. Richard Verly, correspondant du média suisse Blick en France, auteur de Cette Amérique qui nous déteste, qui vient de sortir aux éditions Nevikata. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Richard. Et puis Adèle Percept, correspondante de la RTBF à Paris. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et enfin, avec nous en visio depuis Reykjavik en Islande, Damien Degeorges, qui est consultant spécialiste des pays nordiques. Vous vivez là-bas depuis une bonne quinzaine d'années. Vous êtes juste en face du Groenland, ça tombe bien. On va en parler du Groenland. Et pourquoi Pourquoi Pour commencer, j'aimerais juste faire un petit tour de table très rapide pour avoir votre état d'esprit. On en parlait juste avant de rentrer dans cette émission, Richard. On a l'impression que là, il y a une accélération de la géopolitique sous nos yeux, qu'on a une histoire qui se dessine, qu'on est peut-être à un moment de bascule. Alors, j'aime pas les grands superlatifs, mais là, c'est quand même assez sidérant ce qui est en train de se passer entre le Groenland, le Venezuela. On s'affranchit des règles internationales, etc. C'est quoi votre état d'esprit, là, juste en ces premiers jours de 2026 ? Mon état d'esprit, c'est que Donald Trump ne va sûrement pas s'arrêter parce qu'il a deux dates en tête qui l'obsèdent. La première, c'est l'anniversaire de la déclaration de l'indépendance des États-Unis au mois de juillet, le 4 juillet, et il veut que d'ici là, il veut avoir forgé sa statue en quelque sorte de grand président américain. Et puis la deuxième date, c'est évidemment les élections de midterm, dont beaucoup lui disent que les républicains vont les perdre, et les dernières élections locales l'ont montré, sauf qu'autour de lui, on lui dit que la meilleure manière de les gagner, c'est d'accélérer et de faire encore plus de Trump. Donc ce n'est que le début. On va dérouler de toute façon tranquillement tous ces sujets. Stéphane, votre état d'esprit ? Je pense que c'est la suite de l'année que nous avons connue quand on a eu à faire un bilan après l'élection de Trump en novembre dernier. On était ensemble d'ailleurs. Je disais, c'est une densification du temps politique qui caractérise cette époque et l'époque Trump. Et je pense que cette semaine, on a eu de la densification dans la densification, avec effectivement un président qui a des horizons politiques importants, le 250e anniversaire, les élections de midterm, sinon que les midterm, je pense qu'il est très tôt pour spéculer sur ce que sont ses chances, parce que justement, dans ce temps dense, 1000 choses peuvent arriver, et ceux qui déjà disent c'est cuit pour les républicains, je pense, font une erreur que d'annoncer déjà des résultats. Donc à vous entendre, sortons peut-être de cet effet de sidération, regardons un petit peu dans le rétroviseur et on voit que l'histoire était en marche peut-être. Adeline ? Moi, je pense, depuis le discours de Munich de J.D. Vance, qu'on est rentré dans une forme d'ordre nouveau et que c'est en train de se dérouler finalement sous nos yeux, et qu'il faut peut-être arrêter d'être stupéfait à chaque nouvel épisode de l'ordre nouveau. Il faut que les Européens essaient de trouver leur place. On rappelle le discours de J.D. Vance à Munich, c'était juste après l'investiture de Donald Trump, et il vient faire la leçon aux Européens pour leur dire en gros le parapluie américain, vous pouvez l'oublier. Exactement, ça a été une sidération totale parmi les Européens. C'était vraiment le fait d'acter que les Américains quittaient l'Europe en quelque sorte.
sorte, en tout cas en termes de sécurité. En fait, Et là, moi, j'ai la sensation que le temps a basculé à ce moment-là et qu'on vit la suite de ça. J'allais dire que c'était une diade parce qu'il y avait J.D. Vance à la conférence sur la sécurité qui parlait d'immigration, de liberté d'expression, et puis il y avait le secrétaire à l'époque de la Défense, qui est aujourd'hui le secrétaire de la guerre, Peter Hegseth, qui annonçait qu'il y avait un découplage, découpage à l'horizon entre l'Europe et les États-Unis, et qu'il ne fallait effectivement plus compter sur les États-Unis pour venir instantanément à la rescousse du vieux continent s'il devait y avoir guerre, en prévenant tout le monde que si on ne payait pas les cotisations, si on ne payait pas à la hauteur de ce qui était attendu, les Américains ne seraient plus assurément les gendarmes qu'ils avaient été. Si on remonte le temps un peu plus tard, j'y pense, mais cette conférence de Munich, il y a eu aussi un discours aujourd'hui assez célèbre, finalement, celui de Vladimir Poutine. C'était en 2008, conférence de Munich qui sidère les dirigeants, Angela Merkel en première ligne, pour expliquer comment allait évoluer le monde selon lui, avec des grands blocs hémisphériques. Finalement, il nous racontait ce qu'on est peut-être en train de vivre aujourd'hui. Donc en fait, il y a eu peut-être beaucoup de points de départ. C'est important de regarder dans ce rétroviseur. On file à Reykjavik aussi. Damien Degeorges, état d'esprit comment chez vous? Glacial? Bon, c'est facile. Je pense qu'on va se parler souvent sur BFM Business à propos du Groenland en 2026. Bien sûr, et vous serez là pour nous expliquer ça, pour nous accompagner pas à pas. J'aimerais aussi vous faire écouter quand même Donald Trump. Donald Trump, c'était dans son avion en début de semaine. Écoutez-le, il se pose en shérif d'une partie du monde. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Ne me demandez pas qui dirige au Venezuela parce que ça va faire polémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aux commandes. Cuba est prête à tomber. Je ne vois pas comment Cuba pourrait tenir. Nous regardons l'Iran de très près. S'ils commencent à tuer des gens, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Venezuela, Cuba, Iran, en quelques secondes, il balaye différentes parties du monde, Stéphane. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a vraiment l'impression que là, il fait du Trump, on le connaît, mais est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'échelle? Il faisait du Trump à l'échelle américaine. Est-ce que là, quand on l'entend, on n'est pas dans le Trump version hémisphérique? Alors, c'est du Trump nouveau, c'est vrai, parce que dans le discours fondamental et la proposition aux électeurs américains en 2016, comme lors de la dernière campagne, c'était « Nous, on n'est pas intéressés par ce qui se passe en dehors des États-Unis, America First. On ne veut pas de changement de régime, on ne veut pas de guerre. » Or, il y a vraiment un moment, je pense, paradigmatique avec cette opération au Venezuela, mais qui est complété par une entrevue très candide qu'il a donnée dimanche à la revue The Atlantic, où il dit finalement, cette idée des changements de régime, c'est peut-être pas si bête. Est-ce que les Vénézuéliens aujourd'hui sont mieux qu'ils ne l'étaient hier? Donc peut-être qu'on a donné un coup de pouce et au-delà de tout, on s'est aidé, nous, Américains, reconnaissant donc qu'il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, les États-Unis se mêlent des affaires des autres et surtout dans l'hémisphère naturel d'influence. Et c'est depuis quelques jours, quelques semaines qu'on parle de la nouvelle doctrine Monroe, 3.0, parce que Theodore Roosevelt avait fait 2.0, et là, c'est Monroe. Alors, c'est cette idée d'une souveraineté, presque d'une souveraineté des États-Unis sur l'Amérique du Nord, donc ça parle aux Canadiens, mais ça parle aussi au Groenland par extension, et l'Amérique centrale et du Sud, qui sont de toute façon les cours arrière des États-Unis depuis très longtemps. Mais là, il y a aucune forme de timidité. C'est à visière levée que se font les choses. Richard, est-ce que finalement, quand on voit cette vision hémisphérique de Donald Trump, qui, comme vous le rappeliez Stéphane, va du Canada jusqu'au bout de la Terre du Feu, est-ce qu'on assiste à quelque chose de nouveau ou est-ce que finalement il ne réactive pas des vieux réflexes de l'histoire américaine? Oui, incontestablement. Il a pour principale, je dirais, référence le président McKinley, qui est un président colonisateur, un président américain de la fin du 19e siècle, mais il y a quand même deux éléments qui sont tout à fait propres à Trump. Le premier élément, c'est que tout ça ne repose au fond que sur son tempérament et sur son humeur du moment.
pour une large part. C'est-à-dire que, vous le voyez bien, il teste quantité de choses dans son avion, et puis en fonction de ça, il agit. Donc il n'y a pas... Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a dit, je crois, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, ma seule boussole, c'est ma moralité. Voilà. Donc il y a... Et ça, c'est quand même assez particulier à Donald Trump, ce qu'on pourrait appeler... il a une confiance éperdue en lui-même, cet homme-là, et il est persuadé qu'il sait et il peut changer d'avis. Et le deuxième élément, je crois, qui est quand même très important, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, il se fiche complètement des peuples. Quand même, il y avait toujours eu, me semble-t-il, aux États-Unis, alors c'était sous couvert de lutte contre le communisme pendant longtemps, mais on se souciait des populations dans les pays où on intervenait. Je crois que Trump s'en fout complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'un coup il veut changer le régime, un coup il ne veut pas changer le régime. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le contrôle des ressources, c'est le commerce et c'est les opportunités lucratives. Donc en gros, beaucoup d'ego et beaucoup de dollars. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister finalement à l'avènement d'une nouvelle époque avec un esprit de conquête beaucoup plus colonisateur? J'aimerais vous faire écouter Emmanuel Macron parce qu'il recevait ce jeudi à l'Élysée l'ensemble des ambassadeurs et ambassadrices de France pour une conférence annuelle, et justement le chef de l'État qui décrit des empires en quête de recolonisation. Écoutez-le. Je crois même qu'il y a aujourd'hui un processus, pour certains assumé, de recolonisation. Et au fond, nous sommes pris dans un espace du jeu très étonnant où nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités, à notre pratique, et nous subissons une agressivité néocoloniale de certains. Face à ceux qui voudraient voir revenir la loi du plus fort, désinhibés, les suivre bêtement, c'est pas notre intérêt. Ça, c'est le choix de la vassalisation heureuse. Voilà, la vassalisation, le refus de la vassalisation heureuse, Adeline. Sur les herbivores et les carnivores. Emmanuel Macron avait dit on est ou herbivore ou carnivore, et on vit de plus en plus dans un monde de carnivores. C'est ça. Moi, je voudrais souligner quand même déjà l'extrême mauvaise foi de cette doctrine soi-disant Monroe. Donc c'est Monroe hardcore. Monroe 3. Non, mais je vous explique pourquoi. Parce que Monroe, à l'époque, en 1823, c'est pour dire c'est fini les colons européens. Et ça va dans le sens de ce que dit Macron. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Américains disent c'est l'Amérique, voilà, au revoir les Européens. Là, on est dans un truc qui est complètement inversé. La doctrine Monroe, c'est vraiment l'inverse. C'est OK, c'est notre sphère d'influence, bye bye. Mais c'est nous qui guidons les choses maintenant. Donc, je trouve que en fait, Donald Trump ignore l'histoire, puisqu'il ne l'a... Parfois, il l'a réécrit, mais là, il ignore totalement l'histoire. Et ça ne manque pas de sel par rapport à ce qu'on vit par rapport au Mercosur, par exemple. C'est-à-dire que les Européens devraient, au contraire, dire on va se battre pour avoir un peu d'influence aussi en Amérique latine. Et bon, on se bat timidement, on va dire. En Amérique latine, est-ce que finalement, vous en parliez déjà un petit peu tout à l'heure, Stéphane, mais on voit qu'aujourd'hui, il l'assume totalement. Il dit au Venezuela, c'est nous qui assurons la transition, c'est nous qui prenons toutes les décisions. Il arrive avec ses majors pétrolières en disant je vais tous vous enrichir. Mais finalement, cette collusion entre multinationales, donc majors pétrolières, et accès direct à la Maison-Blanche, cette collusion grande entreprise, le président des États-Unis, c'est quelque chose, j'allais dire qui est vieux comme le monde, c'est quelque chose qui a régi toute l'histoire de cet hémisphère occidental au XXe siècle. Réviser ce qui s'est passé en 1973 au Chili et les grandes multinationales américaines qui étaient beaucoup aux manettes, on est exactement dans le même cas de figure. Alors je serai fâcheux quelques instants parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on disait plus tôt sur le caractère désorganisé de la pensée de Trump. Je pense qu'elle est beaucoup plus d'abord saisissable qu'on ne le dit et organisée qu'on ne le pense. Et j'en veux pour preuve son document fondamental. Ce sera la matrice, je pense, à partir de laquelle nous pourrons bien voir ce qui s'en vient. La NSS, la National Security Strategy, son livre blanc dans lequel ils ont posé les bases de ce que sera la stratégie américaine pour les prochaines années. Et tout était à peu près annoncé. C'est-à-dire que cette idée de la doctrine Monroe revue corrigée, de cet impérialisme prédateur sur les Amériques était parfaitement annoncé. Le largage de l'Europe aussi est annoncé. Cette décivilisation qui caractérise aux yeux de l'administration
la France et le reste de l'Europe. Les Tout risques ça, d'effacement civilisationnel, on voit sa politique migratoire depuis son retour. Qui d'ailleurs s'inscrit, le document, dans la droite ligne de ce que disait J.D. Vance à Munich. Donc il y a quelque chose peut-être une pensée beaucoup plus structurée que ce qu'on imaginait. Avec des intellectuels qui viennent gainer cette pensée, parce qu'il n'y a pas que Trump. Il y a Stephen Miller qui, cette semaine, d'ailleurs, a donné une leçon absolument, je dirais, sidérante à la télévision en direct en disant, écoutez, il n'y a que les rapports de force dans l'histoire de l'humanité qui comptent. Nous l'assumons. Alors, la nouveauté, on l'a découvert, Stephen Miller, 39 ans, éminence grise de Donald Trump, de la doctrine Monroe aujourd'hui. Un de ceux, oui, il y a aussi le petit-fils de l'ancien patron de la CIA, William Colby, qui est derrière l'écriture de cette NSS. Mais la différence, c'est que c'est cash, c'est à visière levée. Donald Trump va même se faire du capital politique en disant, mais non, on vous dit exactement ce que l'on fait. Et d'ailleurs, pour le Venezuela, c'est vrai, le peuple est le dernier des soucis. À aucun moment, on n'a parlé vraiment de transition ou de démocratie. Deux objectifs, mettre la main sur un fugitif du point de vue de la justice américaine, Nicolas Maduro, et rétablir les pleins droits des entreprises pétrolières américaines qui avaient été expropriées en 1976. Ça remonte à très loin. Et Donald Trump, là-dessus, il est transparent. On est intéressé par les ressources, parce qu'il y a aussi une cohérence totale dans la volonté de cette administration de faire en sorte que sur un horizon court, pas long, 2 ans, 3 ans, les États-Unis ne dépendront plus de la Chine pour les terres rares et les minéraux critiques. Groenland, Venezuela, Colombie à la rigueur, partout où il y a des ressources minières importantes, Canada aussi, deviennent des cibles convoité par les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis sont en train de réaliser en un temps très court et de manière ultra brutale ce que la Chine déroule assez tranquillement sur un plan économique et géostratégique depuis 15 ou 20 ans déjà. Sécuriser ses besoins énergétiques, faire un maillage de sécurisation un petit peu partout dans le monde. J'aimerais qu'on file quand même à Reykjavik tout de suite, parce que comprendre un peu ce qui se passe aussi au Groenland. On a vu en début de semaine, on a entendu Donald Trump retourner le sablier pour dire que ce dossier serait réglé dans moins de 2 mois. Et c'est vrai qu'une des leçons de cette première année de Donald Trump, c'est que, en fait, que ça nous plaise ou non, il faut l'écouter parce qu'il fait ce qu'il dit. Donc, il a retourné le sablier. Damien Degeorges, vous êtes consultant français, donc vous vivez à Reykjavik en Islande. Vous êtes spécialiste des pays nordiques aussi. Comment réagissent, dans quel état d'esprit sont nos amis danois en ce moment ? La tension est montée d'un cran à la fois au Danemark, au Groenland et aussi en Islande. Je dirais qu'il y a 2 sujets actuellement. Un pour l'Europe. Si les choses dérapent vraiment au sujet du Groenland, les Européens n'auront pas d'autre choix que d'appliquer vis-à-vis des États-Unis des sanctions économiques, comme c'est le cas actuellement vis-à-vis de la Russie. On imagine en représailles les conséquences économiques en Europe. Et très concrètement, puisque nous sommes sur une chaîne française, cela veut dire que les discussions qui reprennent en France au Parlement au sujet du budget 2026 gagneraient à prévoir une croissance française différente des prévisions en cas de crise groenlandaise. Mais là, on rentre peut-être dans des enjeux trop macro pour nos chers parlementaires. La deuxième chose, c'est l'irrationnel. Vous avez peut-être vu donc l'interview de Trump au New York Times hier. Et là, on commence à parler d'aspect psychologique, que c'est psychologiquement nécessaire pour réussir d'être propriétaire du Groenland. Alors, quand vous êtes président des États-Unis, quand même, vu vos pouvoirs, demain c'est quoi alors ? Une frappe nucléaire sur un pays parce qu'on considère que c'est nécessaire pour le succès d'un point de vue psychologique. Damien, j'aimerais vous faire écouter à l'ensemble de nos experts sans frontières ici autour du plateau et à vous un spot en fait qu'avait relayé, qu'on a retrouvé, un spot qu'avait relayé sur les réseaux Donald Trump il y a un peu plus de 6 mois, aussi pour dire que le Groenland ça date pas d'il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, qu'il y a peut-être aussi une opération de guerre hybride et informationnelle depuis plus d'1 an. C'est un spot, vous allez l'entendre, avec un souffle assez épique, une vidéo très hollywoodienne qui glorifie les soldats américains qui étaient venus prendre position au Groenland pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le Danemark était occupé par les nazis. Regardez ça. The cold silence of the tundra,
Dans le silence glacé de la toundra, alors que l'Allemagne contrôlait l'Europe, les nazis tournèrent leur regard vers l'Arctique. Le Groenland devint un acteur involontaire du conflit. Et les États-Unis intervinrent, non pour conquérir, mais pour protéger. Not to conquer, but to protect. Voilà, vous parliez aussi de guerre psychologique, Damien Degeorges. Est-ce que, en invoquant l'histoire, on n'est pas aussi dans une autre guerre un peu plus souterraine pour essayer de retourner l'opinion publique groenlandaise ? Alors, il y a de la désinformation de la part de Donald Trump au sujet du Groenland, puisque les eaux groenlandaises remplies de bateaux chinois et russes, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, si c'était le cas, il n'en parlerait pas et la marine américaine serait déjà au travail. Par contre, ce qu'il oublie de dire, et c'est ça qui est dommage quand même pour lui de ne pas s'en rendre compte, c'est qu'un certain Donald Trump, lors de son premier mandat, en 2019, avait fait s'évaporer la menace chinoise au Groenland, de par son activisme. Est-ce que, Richard, aujourd'hui, vous imaginez, vous pensez que c'est possible que Donald Trump intervienne militairement au Groenland ? Alors, qu'il tente un coup de force, moi je pense que c'est possible. Je ne pense pas qu'on puisse l'exclure, surtout après l'interview du New York Times, puisqu'on a compris que le Groenland, c'était en gros son médicament. Voilà, il a besoin d'un médicament qui s'appelle le Groenland. Donc il est accro au Groenland, en quelque sorte. Donc moi je n'exclus pas, est-ce que c'est une opération parachutage de Marines sur Nuuk, la capitale du Groenland, pour prendre possession du commandement de l'Arctique ? Pas nécessairement, mais un dispositif genre armada aéronaval, comme il l'a fait autour du Venezuela avant de lancer l'opération de capture de Maduro, sous une forme ou sous une autre, je ne serais pas étonné qu'il montre ses muscles. Voilà, qu'il montre ses muscles. Alors rappelons qu'il y a quand même une base au Groenland que les Américains, où les Américains ont considérablement diminué leurs moyens, mais parce qu'ils ont décidé de faire ça. Ils pourraient aussi tout simplement, soudainement, réaugmenter le personnel de ces bases de manière très conséquente et à partir de là, envoyer les militaires qui sont stationnés dans ces bases dans des missions à l'intérieur du pays. Et là, vous auriez la confrontation entre les convois de traîneaux américains et les convois de traîneaux danois, puisque je vous signale que la fameuse patrouille de l'armée danoise qui quadrille le Groenland, c'est une patrouille à traîneaux. Moi, je pense qu'il va montrer ses muscles. Je pense qu'il ne va pas se contenter pour parler secret. S'il a si envie si besoin du Groenland, Stéphane Bureau, c'est aussi parce que le Groenland, c'est entre les côtes arctiques et les États-Unis. Là où Vladimir Poutine, avec les liquidités chinoises, est en train d'établir de nombreuses bases, infrastructures énergétiques, militaires, etc. Voilà, le Groenland, c'est entre les deux continents. C'est indiscutablement un point pivot stratégique, reconnu maintenant comme tel par les Danois, qui, un peu comme la cavalerie dans Lucky Luke, arrive après la bataille, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah oui, c'est vrai, il faudrait peut-être qu'on défende mieux le Groenland, qu'on y déploie d'autres moyens. » Ça ressemble étrangement au discours des Européens qui étaient en rattrapage une fois que Trump a dit en 2016-2017 « Vous devrez payer davantage pour votre propre défense et commencer par respecter vos engagements du 2% du budget. » Et soudainement, c'est acquis aujourd'hui. Mais à l'époque, on le tournait un peu en bourrique, on disait « Mais c'est ridicule cette idée. » Et on comptait sur les Américains. Même chose un peu avec le Groenland aujourd'hui. On découvre soudainement que le Groenland doit être mieux protégé, qu'il faut l'équiper. Et les Danois, d'ailleurs, ont décidé de se rallier au discours. Mais Trump dit, est-ce que vous ferez suffisamment et à temps de notre point de vue? Je pense qu'on est davantage que pour le déploiement militaire dans un cas de finlandisation du Groenland, c'est-à-dire les Américains qui pourront faire peser la menace. De toute façon, ils peuvent se déployer sans envoyer des parachutistes. Ils ont le droit de déployer des militaires au Groenland. Damien Degeorges, très rapidement, après on va faire une courte pause, mais très rapidement, les Groenlandais, ils sont un peu moins de 60 000. Est-ce que eux, ils y verraient un intérêt finalement à s'arrimer aux États-Unis? Alors, ça a été l'effet inverse. Depuis la menace militaire de Trump, ça a fait l'effet que Poutine a fait vis-à-vis des Suédois et des Finlandais qui se sont précipités dans l'OTAN. Les Groenlandais, eux, maintenant, regardent vers l'Union européenne. D'ailleurs, le Premier ministre Nielsen était venu pour la première fois il y a quelques semaines s'exprimer devant le Parlement européen pour dire aux Européens venez quand même regarder de vous-même le potentiel, je crois, hydroélectrique des glaciers groenlandais que personne n'a encore exploité. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après dans les Experts sans frontières. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Autour de moi, Stéphane Bureau, éditorialiste québécois, Richard Verly, correspondant du média suisse Blick, Adeline Percept, correspondante de la RTBF en France, et puis Damien Degeorges, consultant spécialiste des pays nordiques, qui est avec nous depuis Reykjavik. Pour clore ce dossier quand même très rapidement, on parlait du Groenland, Adeline Percept. C'est vrai qu'il y a peut-être une autre version qui peut être un autre scénario qui peut être dans les tuyaux, qui est celui du protectorat. Il y a un scénario qui existe, en tout cas dans la diplomatie américaine et ailleurs, qui serait que on pousserait, les États-Unis pousseraient les velléités indépendantistes qui peuvent exister au Groenland pour leur proposer ensuite des contrats, signer des contrats, être sous protectorat américain. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais en gros, encore une fois, la méthode Trump, c'est par le business qu'on va essayer d'attirer finalement les Groenlandais et par les deals. Et pour influer sur la société groenlandaise, ça c'était complètement fou. Fin août, il y avait un média danois, DR, qui avait fait une enquête choc, qui avait révélé 3 barbouzes, 3 pieds nickelés américains qui essayaient de retourner l'opinion publique groenlandaise en ressortant les vieux dossiers qui font très mal avec le Danemark, notamment des jeunes filles stérilisées de force groenlandaises, etc. Bref. Oui, sur fond de ce passé colonial danois. Exactement, pour essayer de mieux diviser. Aujourd'hui au Groenland. On va souffler sur toutes les braises, c'est évident. Voilà, et c'est une stratégie qui fait partout où il va. C'est pour ça que, à mon avis, pardon, je reviens là-dessus. Richard Verly. Pour que ce soit complet, il faut qu'il montre les muscles. Parce que ça peut être une proposition monétaire, d'accord, mais pour que les gouvernements groenlandais se montrent intéressés, il faut quand même faire pression sur les Groenlandais. Donc moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même à un moment donné une démonstration de force. Alors je termine moi la proposition en disant, imaginons que les Américains disent le jour où vous serez prêts à vous prendre en main, gens du Groenland, parce que pour l'instant, ils sont encore évidemment associés au Danemark, imaginez qu'on offre à chacun des habitants $1 million. C'est rien. C'est 57 milliards de dollars pour les Américains. C'est le tiers de ce qu'ont coûté les incendies à Los Angeles. Alors, Donald Trump dit toujours il y a un deal à l'horizon pour tout le monde. Est-ce que les Groenlandais penseront différemment à l'oncle Sam si on leur offre à tous Alors, je dis, c'est de la politique fiction que je fais. Mais c'est comme ça que je pense que quelque chose risque d'émerger. Sachant que je voyais que nous sommes tous des Groenlandais, c'est ça? Je ne dis pas que je suis à vendre pour $1 million. Peut-être que je suis plus cher. Mais... Sachant que je suis allé voir, le revenu moyen disponible des Groenlandais est à peu près à 1/3 du niveau de celui des Alaskiens. Voilà, donc il faut aussi l'avoir à l'esprit. Vous disiez, Stéphane Bureau, que effectivement Donald Trump souffle sur toutes les braises. Il souffle aussi sur les braises de votre Québec et Canada. Et c'est vous qui m'avez alerté, qui m'avez envoyé notamment un article du Journal de Montréal, je ne sais pas si on peut le voir, le Journal de Montréal, qui titre « Après le Groenland, le Québec », qui pose cette question. Comment est-ce que on vit cette séquence justement en ce moment au Québec et au Canada? Alors au Canada et au Québec, très mal la séquence, c'est-à-dire que c'est la même réaction que les Groenlandais à l'endroit des Américains en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de nationalisme exacerbé. Jamais les Canadiens ne sont sentis aussi canadiens que depuis que Trump est président. Ça a d'ailleurs permis l'élection improbable d'un gouvernement libéral que l'on disait défait, mais qui s'est présenté comme celui qui saurait se tenir debout devant le gouvernement de M. Trump, et parce que les conservateurs... Ça a soudé la société. Ça a vraiment soudé, parce que les conservateurs qui étaient en tête de tous les sondages étaient justement associés au même populisme trumpien, et les gens ont dit non, on ne veut pas jouer dans ce film-là. Là où ça devient intéressant, quand on parle du 51e État, alors moi je crois que c'est autre chose que ce qu'on imagine. C'est pas d'avaler le Canada, mais plutôt de le fragiliser et de voir où les morceaux tomberont, parce qu'il y a quelques pièces de choix. L'Alberta, qui est à l'ouest. Qui regorge de pétrole. Qui regorge de pétrole, des réserves, des 4e réserves au monde pour l'essentiel. Donc beaucoup de pétrole, qui a aujourd'hui un mouvement souverainiste, indépendantiste, très sérieux. D'ailleurs, il y a des Québécois qui sont un peu jaloux, qui disent les Albertains semblent manifestement mieux que nous ce qu'ils veulent. Et ceux qui représentent ce mouvement ont été reçus déjà 2 fois à Washington. On ne sait pas par qui, mais ce n'est pas du pipeau, c'est pas bidon. Ils ont vu des gens. Et puis, il y a à l'horizon du Québec aussi un référendum sur la souveraineté qui pourra arriver plus tôt que tard, parce qu'il y a le Parti québécois qui pourrait remporter le pouvoir à l'automne prochain et qui déjà annonce un référendum. Et dans ce cas de figure, si j'étais le chef du Parti québécois, je serais très tenté de jouer mes cartes rapidement, sachant que Donald Trump, contrairement à ce qu'est la tradition américaine, pourrait ne pas s'opposer
à l'idée d'un Canada désuni. Parce qu'historiquement, les États-Unis ont toujours été le meilleur partenaire du Canada pour vanter la fédération. Ce que vous nous décrivez, là, c'est Machiavel. C'est je pense qu'il faut avoir un peu d'imagination. Sinon, c'est ce qu'ils font aussi avec l'Europe, au final. C'est exactement la même stratégie de diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont mis en place dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. Je parle de Trump et de ses équipes. Par rapport aux Européens. La manière dont ils s'appuient sur Orban, dont il va discuter avec Meloni... Tout le jeu, rappelez-vous de Musk en visio avec l'AfD, en campagne avec l'AfD. On a vu quand même les représentants de Reconquête, Sarah Knafo et Éric Zemmour aller à l'investiture de Trump. Donc tout ça, pour moi, c'est exactement la même stratégie. Au fond, même si au Canada, je pense que l'urgence est plus... Et je ne vois pas le Parti québécois vouloir tirer partie de cet a priori qui pourrait être positif de la part de Trump. Ça sera en fait tout à fait nuisible à la cause. Il fallait qu'on comprenne que Trump appuie les souverainistes et pour l'instant, il n'a jamais dit un seul mot là-dessus. Mais vous me disiez au début que la société était quand même soudée face à ces phénomènes. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas assez soudée justement pour éviter de tomber dans ce piège? En fait, le piège, d'abord, l'autodétermination d'un peuple ne dépend pas des circonstances exceptionnelles de ce qui se passe au sud de sa frontière. Si le Québec décidait de devenir un pays, il le ferait que Donald Trump soit président ou non. La question, c'est cette fois-ci, est-ce que les Américains pourraient, par opportunisme, voir une fenêtre où ils s'inviteraient dans le débat? Ils l'ont fait, ils se sont invités. La dernière fois, c'était Bill Clinton qui était au pouvoir en 1995, mais résolument du côté de la Fédération canadienne, en disant qu'on préférait un pays uni, qu'il y avait une tradition qui liait les Américains aux Canadiens, et que cette idée Enfin, c'était pas dit comme ça, mais on comprenait très bien que les Américains préféraient voir le Canada uni. Cette fois-ci, on pourrait imaginer que le président... Alors, je finis là-dessus, scénario politique fiction. Le Québec a toujours compté sur la France pour être le premier grand pays à reconnaître officiellement l'indépendance si un référendum devait être gagnant de leur point de vue. Faisons l'hypothèse qu'il y a un référendum avant 2028 et que le premier à dire on ne va pas empêcher les Québécois d'être ce qu'ils veulent être et que ça soit Trump, pas la France. Parce que Trump s'accommode très bien de l'idée d'un Canada fracturé. Avec lequel Québec, il dirait immédiatement, je tends la main, nous pourrions développer une relation fraternelle. Alors évidemment, il n'y a pas un Québécois qui voudra entendre parler d'être un protectorat, mais... 1 milliard pour chaque Québécois. C'est ça. On fait monter les enchères, peut-être un peu plus. Non, mais oui, mais là les Groenlandais, ils vont gueuler. Hein. Alors, le 51e État, quand on entend ça, moi, je dis, il faut aller derrière l'image forte et se demander ce qu'il a, lui, derrière la tête. Et je pense que c'est l'idée, peut-être, de déstabiliser le pays. Et l'Alberta pourrait être... En tout cas, à vous entendre, on voit bien que c'est vraiment Trump qui est vraiment le principal acteur d'un monde d'une fracturation, peut-être, du monde. Est-ce qu'on n'a pas basculé aussi, Adeline, là, j'y pensais tout à l'heure, mais si on se dit qu'on rentre dans un monde où les plus gros sont totalement décomplexés pour manger les plus petits, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était le président du Parlement néerlandais qui évoquait cette idée auprès de la France. Et si on ne se partageait pas la Belgique avec la Flandre... Je ne l'ai pas vu arriver, celle-ci, Bah oui, non mais je ne l'avais pas du tout préparé, mais vous me parliez juste avant, je me suis dit, mais oui, en fait, si les gros mangent les petits... Non, mais vous savez... on avait quand même une personnalité politique néerlandaise qui évoquait l'idée de se partager la Belgique. On est dans une logique de prédateur oui, encore. Alors je ne pense pas que la France ait cette volonté de prédation vis-à-vis de la Belgique et de la Wallonie en particulier. Non, mais en revanche, vous avez raison, là où la Belgique est toujours dans ses luttes intestines, il y a toujours une forme de séparatisme qui existe dans la vie politique. Et d'ailleurs, Bart De Wever, le Premier ministre, est issu d'un mouvement qui est séparatiste. Donc voilà, bon, il représente vraiment un gouvernement de coalition et donc il a un peu rangé ces aspects-là au placard, mais ça existe toujours, évidemment. Oui, non, mais ce n'était pas une question à prendre au premier degré, je vous rassure, mais c'est juste que dans l'air du temps, quand on entend ça, on se dit, bah tiens, ça colle bien avec cet air Trump. Pour moi, Mathieu, la Belgique est quand même une allégorie de l'Europe.
quelque part. Et d'ailleurs, c'est un pays fondateur de l'Union européenne. Et ce qui se passe en Belgique est souvent, finalement, une image un petit peu en miniature de ce qui se passe en Europe. Et donc, la désunion, les possibilités de désunion existent toujours, bien sûr. Et en temps de crise budgétaire, financière, économique, politique, crise de valeur existentielle, évidemment que ces désunions peuvent éclater à un moment donné. Alors, on voit bien que là, on rentre dans une ère 2026 et plus que jamais une ère hémisphérique. Bon, ça fait un peu les grands mots, mais ils n'ont que ça à la bouche en ce moment. Ces nouveaux empereurs, Xi Jinping, Modi, Donald Trump, Vladimir Poutine, ils résonnent en termes d'empire, en termes d'hémisphère. Et à contre-courant, je reviens toujours sur Emmanuel Macron qui était à la conférence des ambassadeurs à l'Élysée. Il a voulu prendre un peu le contre-pied, peut-être parce qu'il n'a pas le choix, je ne sais pas, vous me le direz, en étant un peu le chantre du multilatéralisme et plaider aussi pour réinvestir l'ONU. Écoutez-le. C'est peut-être le bon moment pour réinvestir en effet pleinement l'Organisation des Nations Unies. Et l'une des choses que nous voulons faire avec les pays du G7 qui voudront y participer, mais surtout avec tous les grands émergents qui veulent le faire, et qui sont au fond les perdants actuels de la gouvernance internationale et du fonctionnement de l'ONU, c'est d'ensemble essayer enfin de faire cette réforme de la gouvernance mondiale. Stéphane Bureau, bon, est-ce que porter le sujet d'une gouvernance mondiale pour garantir un peu de stabilité et de paix, on ne peut pas s'y opposer, mais est-ce qu'il est totalement hors sujet vu la brutalisation du monde qui se dessine sous nos yeux? Il était devant un parterre de diplomates français qui doivent se demander à quoi ils servent. Je pense que dans les circonstances, nécessairement, c'est le prix de consolation, sinon le prix de consternation. Et je serai brutal et je ne me ferai pas d'amis, mais je pense que depuis une semaine, on dit que c'est la fin du droit international, des grandes règles qui ont régi le monde. Non, je pense que le droit international a toujours été le prix de consolation des petites puissances. Les Américains, par exemple, sur la question du statut de Rome, la Cour pénale internationale, ils n'y adhèrent pas plus que les Chinois, que les Israéliens, que les Russes, que les Indiens, que les Pakistanais, que les Saoudiens. Donc ceux qui se sentent forts, en général, ne se sentent pas du tout liés par les règles du droit international, sauf quand ça fait leur affaire. Et aujourd'hui, quand on propose de réinvestir les Nations Unies, qui sont objectivement... Alors, à bien des égards, ils ont fait un travail exceptionnel, un travail de coulisses. Mais fondamentalement, est-ce que l'ordre international est régi de près ou de loin par la volonté des Nations Unies? C'est plutôt rare. Alors, c'est un vœu pieux. On peut se rallier à ce discours magnifique. Le président Macron sait faire ça. Mais je pense que c'est, en fait, l'exposition en beaucoup de mots, MOTS, des mots MAUX de la France et de toutes les petites puissances. Adeline Percept, est-ce qu'il faut s'affranchir en ce moment du droit international, pas par conviction idéologie, par pragmatisme? Est-ce que non, mais vous parlez à une idéaliste pur sucre, Mathieu. Et donc, mais est-ce qu'il ne faut pas accepter le retour d'une réelle politique un peu hardcore? Évidemment qu'il faut accepter le retour pas hardcore, justement. Mais il faut être conscient, évidemment, que le droit international a beaucoup de défauts, que jamais on a gouverné selon les règles du bon et du bien pour tous. Mais le droit international, c'est un idéal qui a pris corps après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que collectivement, ici, on est quand même dans le pays des droits de l'homme, qui a inspiré la politique européenne. La France a eu un rôle d'inspiration de la politique européenne depuis la déclaration des droits de l'homme. Et je crois que tout ça, ce corpus politique, il ne faut pas l'oublier et je pense que les Européens ont ça à jouer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer à ça si on n'est pas puissant. C'est-à-dire qu'il faut être puissant pour pouvoir imposer ces idées de démocratie et ces idées d'ouverture et justement pas la loi du plus fort. Mais il faut être puissant et les discours ne servent plus à rien. Il faut... y aller. Je vous entends et en même temps, il y a aussi un principe de réalité. Richard Verly, quand on voit ces grands pôles, ces grands empires qui émergent, est-ce qu'on n'assiste pas non plus à l'avènement d'un nouveau droit où finalement, j'allais dire, fini le droit national, fini le droit international et on serait vers un droit hémisphérique où chaque personne dans son hémisphère, c'est un droit hémisphérique qui serait appliqué par le shérif de cet hémisphère?
c'est ce que veut Trump. En tout cas, c'est ce qu'il prétend vouloir. Moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Il a ce cadre de la doctrine Monroe, rebaptisé Donroe pour Donald Monroe. Il lui convient assez bien. Il convient assez bien à son administration pour la projeter à l'international comme un projet. En réalité, je pense que Donald Trump, comme personne, il est beaucoup plus éclectique dans ses choix. Ce qu'il veut, c'est s'assurer qu'au moment X, c'est-à-dire maintenant, il a le plus de ressources possible, il a les ressources dont il a besoin pour l'économie américaine, et peu importe d'où elles viennent en quelque sorte. Donc je ne crois pas que Donald Trump soit attaché à titre personnel au continent américain. Je n'ai pas souvenir d'un voyage en Amérique du Sud de Donald Trump. Ça ne l'intéresse pas. Donc Donald Trump, il utilise, comme il est très malin, il utilise cette doctrine Donroe pour séduire les intellectuels qui ont besoin de doctrine pour phosphorer, mais lui en réalité c'est un chasseur. C'est un chasseur avec un gros fusil. Et donc dès qu'il débusque un gibier qui lui plaît, il tire. Et c'est exactement le monde dans lequel on est. Qu'est-ce qui peut arrêter ? C'est que les Américains, aujourd'hui, reconnaissent qu'ils ne sont plus les rois du monde et qu'il y a des puissances capables de leur tenir tête. Et c'est un acte de lucidité qu'on n'avait pas entendu d'autres Il n'a pas tort. Hein, partiellement. La Chine est en passe de devenir la première puissance économique mondiale et c'est ce qu'elle sera a priori dans les 5 à 10 prochaines années. Je pense que la Chine est déjà la première puissance mondiale. Mais ne confondons pas, j'utilise cette métaphore, ne confondons pas la chasse avec un match de boxe. Parce que dans un match de boxe, il y a des règles. Et Donald Trump, monté sur le ring avec des règles, il n'en a pas envie. Lui, il a envie d'avoir le plus gros fusil face à des ennemis qui ont des petits revolvers, pour être sûr qu'il pourra tirer le premier et faire beaucoup de mal. Donc au fond, il va plutôt quand même s'attaquer aux faibles, d'une manière générale, à ceux qui ne peuvent pas répondre. Et c'est plutôt ça, sa doctrine, s'il y a une doctrine. Je rappelle, Richard, vous êtes aussi l'auteur d'un livre, vous êtes fondu dans la société américaine, la société des supermarchés. Vous avez écrit cette Amérique qui nous déteste, qui vient de sortir aux éditions de Vicata, des Walmart, des parkings Walmart, exactement. Ah bah oui, ça je suis fan, dans votre camping-car. Qu'est-ce qui peut arrêter Donald Trump ? Est-ce que les affaires intérieures, c'est quelque chose qui pourront l'affaiblir ou l'arrêter ? Là, je vous parle de la bavure de Minneapolis. Alors, non, parce que je pense qu'il a acquis la conviction et qu'un certain nombre de personnes dans son entourage, ça ne veut pas dire tout l'entourage, mais un certain nombre de personnes comme Stephen Miller, comme J.D. Vance, eux voient dans l'accélération du Trumpisme la seule manière de gagner les élections de midterm. Ils pensent qu'il faut aller encore plus loin. Et il n'y a personne autour de lui, semble-t-il, qui soit des éléments modérateurs. Et donc je pense qu'on va vers une année qui sera l'année de tous les dangers, parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va in fine impressionner les électeurs. Va-t-il réussir ou pas ? C'est une autre paire de manches. Mais ça marche sur le parking de Walmart, l'histoire du Groenland. Je n'y suis pas allé là récemment, mais je suis sûr que ça marche. Et comme le Venezuela a fonctionné, pour d'abord l'exécution d'opérations militaires, on est toujours bien acheteur d'une opération Yankee bien menée, où personne n'est blessé ou ne meurt du côté américain. Les dommages collatéraux chez l'adversaire ne comptent jamais. Donc il y a déjà un narratif. Après ça, il faudra voir combien de temps cette relation à distance des États-Unis qui gouvernent le Venezuela fonctionnera. Pour l'instant, ils font main basse sur le pétrole vénézuélien et apparemment avec une entente tacite qui avait été convenue avant l'opération militaire. On croit comprendre qu'en coulisses, ces gens-là s'étaient parlé. Alors, l'aventurisme de... Pour revenir sur le droit international, je rappelle juste que les seules personnes qui étaient averties de l'opération avec Maduro, c'était les patrons des majors pétrolières, et pas le Congrès. Et pas le Congrès. Voilà. Sinon, qu'ils diront que ce n'était pas une opération militaire, c'était une opération policière appuyée par l'armée. Donc, on n'avait pas à saisir le Congrès de notre intervention policière au Venezuela. Mais donc, on aurait pu parier que la base électorale de Trump se révolterait, disant c'est pas du tout le deal qu'on nous avait proposé. Or, pour l'instant, le Venezuela, ça passe plutôt bien. Et je pense que le Groenland, cette idée que il y a de vastes ressources et que peut-être on pourrait enrichir cette Amérique. Et donc je reviens au dossier intérieur, par exemple, les scandales, les dossiers, il y a plus de dossiers Epstein, il y a plus de, ça risque pas de. Mais ça fait 6 mois qu'on me questionne à chaque fois qu'une bulle Epstein remonte à la surface en disant c'est la fin de Trump. Alors clairement, il y a quelque chose qui l'embête. Il ne se serait pas donné tout ce mal pour interdire la publication s'il n'y avait pas quelque chose qui l'embête. Mais à ce jour, et ça commence à être vieux, il y a des obsédés de l'affaire Epstein.
Mais sincèrement, politiquement, je ne pense pas que ça va bouger l'aiguille. Bon, allez, on va terminer comme chaque semaine ces experts sans frontières par votre carte blanche, un article des pays respectifs que vous représentez ici. Je vais commencer avec vous, Damien Degeorge, on va filer à Reykjavik. Vous avez choisi un article de la radio-télévision publique islandaise, RÚV, au sujet d'un référendum à venir. Oui, donc l'Islande va voter d'ici le printemps 2027, a priori, en vue d'une reprise des négociations d'adhésion à l'UE. Alors, l'enjeu, très clairement, c'est que, naturellement, il y a les questions de sécurité qui émergent actuellement. Et si demain, par exemple, l'UE applique des sanctions vis-à-vis des États-Unis pour un État membre, le Danemark, c'est une chose, mais vu le coût pour l'économie, l'Islande sera bien seule si elle demandait à l'UE de le faire pour elle un jour, si elle n'est que État membre de l'espace économique européen sans être dans l'UE. Donc clairement, pour notre sécurité en Islande, je dirais qu'une seule voie est possible, c'est l'UE. J'imagine, Damien Degeorge, que la chanteuse Björk sera peut-être la première ambassadrice du non à l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne. Oh, mais vous savez, les visions changent comme la météo en Islande. Très bien, je rappelle que Björk a fait justement, s'est impliqué là personnellement dans le dossier groenlandais en lançant un vibrant appel à ses compatriotes groenlandais et en postant une phrase disant grosso modo que ce serait inimaginable que le Groenland passe d'un colonisateur cruel à un autre. Richard Verly, vous avez choisi pour votre carte blanche un papier de Blick sur le départ de l'ancien patron charismatique de Nestlé, Peter Brabeck. Voilà, parce qu'on est à BFM Business, donc j'ai voulu trouver une histoire emblématique du monde des affaires. Il est évident que la grosse affaire du moment en Suisse, ça ne vous a pas échappé, c'est la tragédie de Crans-Montana avec la cérémonie d'hommage qui a eu lieu aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant. Vous vous souvenez qu'à Nestlé, il y a eu un PDG de nationalité française qui a dû partir récemment. Alors on est en train d'ouvrir tous les cartons et de s'apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de règlements de compte dans cette multinationale. Peter Brabeck, c'était le patriarche. C'était l'homme qui a régné sur Nestlé et d'ailleurs l'homme qui a fait gagner beaucoup d'argent à Emmanuel Macron à une époque, puisque Emmanuel Macron avait négocié pour le Nestlé de l'époque Brabeck le rachat d'une des divisions de Pfizer. C'était à ses débuts chez Rothschild. Et Peter Brabeck a gardé un peu le rôle d'oracle auprès d'Emmanuel Macron. Eh bien, on vient de s'apercevoir qu'il a été considéré par pas mal de ses collègues au conseil d'administration comme un peu trop gourmand en tant que président honoraire, en termes de représentation, de frais, de secrétaire et autres, et on lui a tout supprimé. Voilà, un peu glouton, Peter Brabeck. Voilà. Il portait bien son titre, président honoraire. Voilà. Adeline Percept, vous, c'est un article que vous avez choisi qui est dans la Libre Belgique autour de la célébrité d'un chat pas comme les autres. Effectivement, alors j'ai voulu un peu de mignonitude pour la fin de cette émission. Pour ce monde brutal. Mignonitude. De la mignonitude. Regardez ce petit chat, c'est l'éminence grise du Premier ministre belge Bart De Wever. Il s'appelle donc Maximus Textoris Pulcher. Je ne sais pas si je prononce bien en latin, mais ça veut dire grand et beau tisserand. Bart De Wever, ça veut dire tisserand aussi. Ouais. Et donc, c'est censé être le spin doctor. C'est devenu évidemment une star sur les réseaux sociaux. Il contribue à donner une image plus sympathique, moins anxieuse de ce Premier ministre très sérieux qu'est Bart De Wever. Et en fait, ça a attiré mon attention parce qu'il y a aussi un chat à la House of Commons. Et on utilise le chat comme petite mignonitude sur les réseaux sociaux, je pense, pour nous brosser dans le sens du poil, n'est-ce pas ? Reste à voir si on verra un petit chaton star dans le bureau ovale bientôt. Donald Trump, voilà. Il a un chat. Donald Trump, je ne sais pas. Il a des bulldogs. Des malinois après. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages précieux. Nos experts sans frontières, Stéphane Bureau, éditorialiste québécois, Richard Verly, correspondant du média suisse Blick en France, auteur de Cette Amérique qui nous déteste, qui vient de sortir aux éditions Nevicata, Adeline Percept, correspondante de l'RTBF à Paris, et puis Damien Degeorge qui était avec nous depuis Reykjavik, consultant spécialiste des pays nordiques. Les experts sans frontières, c'est terminé. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. En attendant, très bon week-end sur BFM Business. Et tout de suite, c'est le journal de Stéphanie Colo.
Les experts sans frontières sur BFM Business.